Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait l'épidémie de coronavirus comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. Devenue une pandémie, cette crise sanitaire touche les travailleurs de tous ordres. Et malheureusement, la question du genre semble une fois encore avoir été occultée dans la réponse contre la Covid-19. Et pourtant, les femmes sont en première ligne quand on parle de l'économie. Les femmes au cœur de la relance économique post-Covid-19, c'est la problématique qui nous réunit ce soir avec notre invité, Dr Maxime Winator, économiste, sociologue et représentant résident de l'Agence des Nations Unies ONU Femmes en Ouganda. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Alors, docteur, quel état des lieux aujourd'hui peut-on faire quand on parle de la situation de la femme dans la crise sanitaire de Covid-19 ? Merci. Je crois que assez d'informations a circulé quant à la pandémie du coronavirus, pas seulement sur les femmes, mais sur les hommes également. En termes de différence genre, il y a trois choses à noter. La première chose, c'est la différence du point de vue strictement sanitaire. Il a été prouvé dans certains pays, notamment américains et européens, que les hommes ont souffert un peu plus que les femmes en matière d'infection sanitaire. Vous allez voir, par exemple, que du fait du comportement sanitaire des hommes un peu plus débridé que les comportements des femmes en termes de tabagisme, alcoolisme et état cardiaque, etc., les hommes ont présenté des risques un peu plus élevés du point de vue sanitaire que les femmes. Mais lorsque vous regardez du point de vue social, vous voyez que les femmes ont souffert 2 à 3 fois plus que les hommes. Et de ce point de vue, la première chose à noter, par exemple, c'est que vous avez 2 fois plus d'impact sur le business des femmes que sur le business des hommes. Et on reviendra là-dessus. Deuxièmement, vous aurez à constater une progression de 30 à 60% des violences basées sur le genre. Donc, cette progression, n'oublions pas que plus d'un tiers des femmes avaient déjà signalé des questions de violence de la part d'un conjoint ou d'un partenaire intime. Donc, si vous voyez déjà donc, un tiers en temps ordinaire et que ce tiers a subi une progression de 40 à 60%, ça veut dire que le coronavirus a entraîné une résurgence des questions de violence basées sur le genre. Mais à votre avis, qu'est-ce qui explique que ces questions de violence, par exemple, ont pu ainsi augmenter drastiquement ? Il y a plusieurs facteurs qui ont expliqué cette question. Dans beaucoup de pays qui ont été confinés, vous allez constater que donc, la frustration des hommes bloqués à domicile, l'impact économique du coronavirus a entraîné des frustrations sociales. Et nous savons tous que dans les communautés, les personnes les plus vulnérables subissent toujours les courroux des autres lorsque la situation se dégrade. Et donc, nous avons vu ça. Ensuite, il y a des mécanismes qui permettent de prévenir les violences faites aux femmes. Par exemple, les mécanismes informels, des familles qui visitent et qui essayent de mitiger les tensions avant qu'elles ne... Or, avec le confinement, ces familles n'ont plus de visites. Deuxième mécanisme un peu plus formel, nous avons des lignes vertes avec lesquelles les femmes peuvent appeler la police, etc. Mais le plus souvent, les études ont montré que ces femmes appelaient ces lignes vertes lorsque les maris sont au boulot. Or, avec le confinement, les maris n'étaient pas au boulot. Donc, ils assiégeaient la femme, ils assiégeaient le téléphone. Et donc, de ce point de vue, il y a eu difficulté des femmes à pouvoir accéder à ces mécanismes de réduction des risques de violence basés sur le genre. Donc, l'un dans l'autre, il y a cette manifestation-là. Alors, quand on prend l'aspect, par exemple, socio-économique, on sait que les femmes ont été durement touchées par la pandémie quand on parle économie. On a eu, dans la plupart des pays, des mesures ont été édictées, dont par exemple la fermeture des marchés. Et on sait que les femmes, quand même, elles sont les premières à être au marché. Donc, c'est un coup dur. Du point de vue technique, il faut peut-être reconnaître 3 dimensions. C'est ça, la première dimension, c'est la dimension professionnelle. Les femmes sont réparties, comme tout le monde, dans les différentes sphères de l'économie, dont
principalement l'économie informelle. Ouais. Donc, on a par exemple 69% de femmes plus que de femmes qui sont dans le secteur informel que les hommes. Ouais. Et donc, de ce point de vue, elles ont été atteintes dans leur activité par les restrictions qui ont été mises en place. Vous voyez par exemple le cordon sanitaire qui a été mis en place a participé à la rupture des chaînes de valeur. Tout à fait. De l'amont de l'activité économique vers l'aval de l'activité économique. Et l'aval, c'est dans les centres urbains. Et donc, cette coupure a impacté beaucoup plus les hommes, les femmes que les hommes. Parce que les hommes ont des circuits beaucoup plus réguliers d'acheminement de leurs marchandises. Donc, des papiers plus en forme, ils sont plus informés que les femmes, ils prennent les précautions. Lorsqu'ils veulent transporter du bois, par exemple, ils ont peut-être tous les papiers. Et donc, les femmes, par manque d'informations, ils savent aussi contourner beaucoup plus. Les femmes sont beaucoup plus honnêtes. Et donc, de ce point de vue, elles ont été beaucoup plus frappées par ça. Deuxièmement, vous avez aussi le système socio-sanitaire. Les femmes sont beaucoup plus dans les centres de santé. Les femmes sont beaucoup plus des institutrices. Les femmes sont beaucoup plus les gens qui donnent les soins aux membres de la famille. Et donc, de ce point de vue, elles ont été beaucoup plus exposées dans leur activité. Parce qu'on peut penser que c'est complètement informel. Mais lorsque la femme a beaucoup plus de personnes dont elle doit s'occuper à la maison, ça impacte forcément sur son activité économique. Quand l'homme a des difficultés, la femme puise dans ses ressources qui sont normalement destinées au business pour s'occuper maintenant de la famille. Donc, l'un dans l'autre, il y a été constaté au niveau des ménages un impact beaucoup plus négatif. Et ensuite, au niveau du travail, on a regardé dans la structure de l'économie qu'il y a beaucoup plus de chômage technique au niveau des femmes que des hommes. Parce que le fait que les hommes ont des occupations beaucoup plus techniques, ces occupations ont été vues par les entrepreneurs comme beaucoup plus essentielles que les occupations dans lesquelles les femmes étaient. Donc, par exemple, les caissières, les gens qui ont été les premiers à être remerciés, on les compresse, etc. Bon, donc, ça a eu un impact sur l'activité et donc sur les revenus. Et donc, la femme dont les revenus a diminué est beaucoup plus exposée en termes de violence dont on parlait un peu plus tôt. Alors, et là, cela met au goût du jour des inégalités. Et cette pandémie a engendré du coup des inégalités entre les hommes et les femmes. Absolument. Et ces inégalités sont liées au gap traditionnel que nous constatons entre hommes et femmes. Premièrement, vous avez le gap digital. Alors, le gap digital entre l'homme et la femme fait que les hommes ont pu plus facilement s'adapter à faire le e-learning, à faire le e-commerce, tous les mécanismes que le gouvernement a mis en place pour pouvoir soutenir l'économie. Il faut voir que les hommes ont beaucoup plus su profiter de ces mécanismes-là que les femmes. Ensuite, vous avez le gap informationnel. Les femmes, d'habitude, ont beaucoup moins d'informations que les hommes. Et puis, il y a ce que les anglophones appellent les coping mécanismes, les mécanismes de survie. Donc, les mécanismes de survie, certains de ces mécanismes ne sont pas à la disposition des femmes. Par exemple, un homme peut migrer plus facilement qu'une femme. Et toutes les permissions qu'une femme doit demander avant de migrer si elle a des sont enfants beaucoup plus... encore, c'est plus compliqué. Donc, il y a un certain nombre de structurations culturelles qui font que les femmes n'ont pas accès à tous les coping mécanismes. Ensuite, vous avez les gaps de capacité. Capacité managériale, capacité de gestion technique de leurs entreprises. Et comme vous savez que traditionnellement, les deux secteurs dans lesquels les femmes sont beaucoup plus présentes, c'est le secteur informel et le secteur rural. Et la productivité de l'investissement dans ces secteurs est beaucoup plus faible que les hommes. Et donc, lorsque vous êtes dans une activité dont la productivité était déjà faible, le taux de rentabilité était déjà faible, en cas de choc, cette entreprise subit beaucoup plus de chocs qu'une entreprise qui avait une marge. Lorsque l'entreprise avait une marge de 30%, elle peut accepter des marges de 20%, de 10% et pouvoir être toujours à flot. Autrement dit, l'entrepreneuriat féminin, durant cette période de crise, a carrément chuté. Absolument. Et il y a eu un impact. Et vous devez vous rappeler que les femmes ont toujours constitué, pour le Bénin comme pour beaucoup d'autres pays, le matelas sur lequel l'économie tombe en cas de crise. Tout à fait. Et lorsque les crises sont des crises globaux,
globales comme des crises occidentales, les entreprises qui sont les plus frappées sont les entreprises formelles. Et donc, les hommes subissent beaucoup plus les impacts, par exemple, de la crise de New York ou bien la crise de Tokyo, etc., frappent beaucoup plus les hommes, traditionnellement. Dans ce cas-ci, nous avons une crise qui a frappé par le bas. Et donc, ce matelas sur lequel l'économie se reposait en cas de crise économique a été touché. Et donc, ça fait que, et on pourrait peut-être revenir là-dessus, les compensations qui ont été faites par le gouvernement devraient, disons, toucher beaucoup plus. Mais en termes de... Il y a un aspect dont on n'a pas beaucoup parlé dans la presse que j'ai feuilletée, c'est l'aspect de la participation. Les voix des femmes n'ont pas été entendues autant que ça devrait l'être. Mais n'est-ce pas parce qu'elles-mêmes ne se sont pas fait entendre? Non, la question de la participation est une question assez critique. Vous allez constater que dans ce pays, comme dans beaucoup d'autres, l'accès aux ressources de l'État est conditionné par la capacité d'organisation. Lorsque vous êtes dans un syndicat, lorsque vous avez, Dieu merci, on a un peu d'accalmie de ce point de vue, mais les personnes qui n'ont pas été capables de pouvoir influencer les politiques n'ont pas pu bénéficier de politiques assez... à moins que le gouvernement soit volontariste, à dire, je ne vais pas satisfaire seulement les gens qui protestent, je vais satisfaire les gens qui ont besoin. Et de ce point de vue, les femmes représentent une dimension assez importante pour la revitalisation de l'économie. Et je vais terminer sur cette question précise dans la différence de l'utilisation des ressources des femmes par rapport aux ressources des hommes. Nous savons comment les hommes dépensent leur argent et nous savons aussi comment les femmes dépensent leur argent. Donc, lorsqu'on veut reconstruire le capital humain, lorsqu'on veut reconstruire le tissu économique à la base, c'est dans les femmes qu'il est important d'investir. Et lorsqu'on parle d'entrepreneuriat féminin, je m'excuse beaucoup, les gens s'intéressent beaucoup plus à la microfinance et à la petite dame qui est au coin de la rue. C'est très important, mais ce n'est pas suffisant. Nous sommes en train de parler de la contribution de la femme à la création de la richesse. Donc nous sommes en train de chercher à construire une masse critique de femmes d'affaires de gros calibre qui peuvent par exemple influencer les politiques économiques à travers la chambre de commerce, à travers l'association des employeurs, etc., etc. Et donc c'est ça qui pourra amener une dimension sociale dans la politique économique nationale. Alors, quand on parle, avec cette crise-là, si on doit parler de la reprise économique, vous l'avez évoqué brièvement, cela veut dire que cette reprise économique doit se baser sur les femmes, fondamentalement. C'est exact. Et pour pouvoir réussir, il faut identifier les gaps dont j'ai parlé et les adresser spécifiquement. Donc, lorsque vous parlez, par exemple, des gaps informatiques ou digital, il y a une panoplie extraordinaire. Depuis 1960, le Bénin a investi et beaucoup plus récemment qu'avant, dans la dématérialisation. Et cette dématérialisation, c'est une opportunité dont les hommes profitent beaucoup plus que les femmes, et donc les femmes doivent être soutenues dans ça. Deuxièmement, le gap de gestion dont nous avons parlé, si donner l'opportunité aux femmes, elles ont la vaillance, mais elles ont besoin de l'opportunité. Et donc cette opportunité doit être offerte aux femmes de pouvoir s'investir. Le quota est quelque chose qui a bien marché dans la réduction des inégalités hommes-femmes. Donner des fenêtres dédiées aux femmes, que ce soit dans le système financier, que ce soit dans les emplois qui ont été... De plus en plus, on constate que les femmes, dans les demandes, quand on veut recruter, on demande souvent, quand c'est une femme, on privilégie beaucoup plus la femme que les hommes. Je ne sais pas si du point de vue pratique, ça a été aussi prononcé que du point de vue théorique. Et je ne veux pas condamner les initiateurs, parce que ce n'est pas facile. Lorsque vous demandez à un poisson de grimper sur un arbre, vous pouvez libérer tous les chemins, faciliter tout, ce sera toujours difficile aux poissons de grimper sur les arbres. C'est pour dire quoi? Les opportunités qu'offre le gouvernement ou le secteur privé aux femmes vont être beaucoup plus exploitées lorsque, à domicile, les conditions qui permettent à cette femme de s'affranchir d'un certain nombre de conditions vont leur permettre de le faire. Donc ce n'est pas qu'elles n'ont pas la capacité, ce n'est pas qu'elles n'ont pas la volonté, mais lorsque vous êtes au bureau et que vous lui demandez
d'aller à l'SBE, payer la facture, d'aller à l'hôpital avec l'enfant, et vous avez aligné vos 10 recommandations avant de quitter la maison. Et c'est très difficile pour le temps qui reste à la femme. Donc, c'est notre culture. Mais toutes les cultures évoluent. Et donc, lorsque la progression de la culture se fait au niveau des hommes, je dis souvent, lorsque ça profite aux hommes, on change assez facilement la culture. Mais lorsque ça profite aux femmes, on dit, c'est notre culture. On a du mal à accepter ça. Et nous sommes en train de nous rendre compte que ça nous impacte du point de vue économique. Je vous donne un exemple. L'intégration de la contribution des femmes dans le produit intérieur brut au Bénin, comme dans beaucoup de pays, est assez faible. Donc, lorsque nous investissons dans les femmes, ce n'est pas seulement les femmes qui profitent, mais c'est aussi tout le pays. Elles créent d'emplois et elles soulagent les hommes au niveau du ménage. Alors, si je vous entends bien, la façon dont je vous comprends, c'est qu'à un moment donné, il faudra agir sur les pesanteurs socioculturelles. Absolument. Et s'assurer que ce n'est pas un domaine dans lequel l'État se dit c'est un domaine privé. Parce que lorsqu'un domaine est aussi important pour la santé de la génération future, la capacité de la femme va impacter sur la façon dont elle s'occupe des enfants. Lorsque ça impacte aussi sur la façon dont l'éducation se fait, il est important. Donc, c'est des phénomènes privés qui ont un impact extraordinaire au niveau du public. Par exemple, le capital humain est composé essentiellement de 3 choses. C'est l'éducation, la santé et puis le développement psychologique. Et donc, lorsque vous n'avez pas ces capacités, forcément, dans une entreprise, ça va avoir un impact. Lorsque les entrepreneurs vont recruter du personnel, ce personnel, pas seulement féminin, vous allez voir un personnel masculin qui sera mal formé par les femmes qui les ont éduqués à la maison. Et donc, il y a un dernier phénomène qui est très important, c'est que vous allez constater que dans la plupart des universités, les femmes performent beaucoup mieux que les hommes. Lorsque vous voyez du 1er jusqu'au 10e dans les universités, ce sont les femmes qui, de nos jours, sont beaucoup plus élevées. Bon, on peut dire que ce n'est pas parce qu'elles sont plus intelligentes, c'est peut-être parce qu'elles sont plus focalisées, etc. etc. Mais toujours est-il que lorsque vous sortez de l'université, vous prenez 10 personnes, c'est les hommes qui trouvent du travail plus que les femmes. Alors, comment se fait-il que les premières à l'université deviennent les dernières au niveau de... Donc, c'est des choses sur lesquelles on devrait se pencher pour voir est-ce que l'État et le secteur privé sont en train d'utiliser les premiers. Bon, si ces premiers, entre parenthèses, vont tomber enceintes, demander des congés de maternité et qu'à cause de ça, on ne les prend pas, mais il faudrait qu'on soit conscient qu'on prend les derniers. Et donc, lorsqu'une économie est spécialisée dans le recrutement des derniers, ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, donc, il y a un certain nombre de choses que la question du genre soulève, qui ne sont pas des questions sociales seulement, qui sont des questions éminemment économiques par rapport à la performance du pays, par rapport à donner à la plus-value à ce que le gouvernement et le secteur privé sont en train de faire pour arracher le Bénin de la situation dans laquelle elle se trouve. Pour en arriver là, est-ce qu'il aurait fallu aujourd'hui peut-être introduire un article dans la Constitution pour imposer aux gens de prendre les femmes qui sont souvent les premières? Pour être honnête, il faut dire que le Bénin a fait des avancées extraordinaires dans la question du genre. Depuis 1990, où beaucoup de pays sont en train de traîner les pieds, le Bénin a beaucoup avancé avec notre code de famille. C'est un code de la famille assez révolutionnaire, il faut le reconnaître. Et donc la question du mariage, la question des héritages, la question de... On a vraiment, sur le papier, on a avancé. La question, c'est maintenant de faire le glissement de cette dimension sociale pour impacter les mentalités et donc impacter l'économie. De façon à ce que la force terrible que représentent les femmes puisse quitter l'informel pour entrer dans le formel et ajouter de la plus-value à l'économie nationale. Alors, quand on revient un peu dans la situation de la crise sanitaire actuellement, on a pu remarquer que dans la réponse plutôt, pour soutenir un peu ceux qui ont été impactés, les femmes ont été plus ou moins mises de côté. Elles n'ont pas reçu autant de soutien comme il aurait fallu. Vous en avez parlé brièvement. Oui, il faut dire que tout le monde, je vis en Ouganda, tout le monde a applaudi les mesures qui ont été prises, notamment par le Bénin, pour soutenir le secteur privé. Alors, ça aurait été bien d'aller un peu plus loin, de se dire, c'est vrai, nous prenons en charge ceci et cela, mais nous réservons ceci
pour les femmes, parce que nous savons que cette crise particulière les a frappées, les a beaucoup plus touchées. Ça, ce serait un développement positif dans l'amélioration des questions, en plus de tacler les inégalités dont j'ai parlé, les inégalités au niveau de l'information, au niveau du digital, au niveau de la capacité technique, au niveau de la consultation, n'est-ce pas? S'assurer qu'on consulte les femmes. Parce qu'on dit souvent, on ne peut pas coiffer quelqu'un en son absence. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très important de donner aussi de la valeur aux activités économiques des femmes, de donner du financement. Il y a certaines banques et même l'État qui ont des fenêtres de financement aux femmes. Beaucoup de femmes ont demandé à ce que ces fenêtres, d'abord, ils se sont satisfaites qu'il y ait une certaine amélioration, puisque les taux ont été revus à la hausse, mais il serait bon de regarder maintenant, au-delà de ces femmes, quelles sont les femmes qui comptent au niveau de l'économie nationale et voir quel appui spécifique ces femmes ont besoin d'avoir. Alors, c'est un appel que je lance à toutes les autorités économiques. J'ai sûr que votre appel sera entendu. Mais ce que vous dites là évoque quand même une question de discrimination. Les hommes vont se sentir un peu quand même lésés quand ce sont les femmes qui reçoivent beaucoup plus d'aide. Les hommes vont se sentir un peu lésés, non? Vous ne pensez pas? Il faut dire que toute question de discrimination doit être corrigée. Lorsque nous parlons de discrimination raciale, tout le monde est content. Au Bénin et en Afrique, lorsqu'on parle de discrimination raciale et qu'on fait des discriminations positives au bénéfice des Noirs, tout le monde est content. Mais c'est la même chose. Le racisme et la discrimination genre sont très, très parallèles. Donc, les personnes qui vivent cette discrimination ont besoin d'être appuyées. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des mesures temporaires. La raison pour laquelle on les appelle des mesures temporaires, c'est parce qu'on sait que ces mesures sont placées pour corriger des gaps historiques. Et le gouvernement surveille ces gaps. Lorsque ces gaps sont résorbés, il n'y a aucune raison pour laquelle ces mesures doivent être maintenues. Mais pour le moment, il faudrait qu'on accepte, lorsque vous allez quelque part et qu'il y a 9 garçons et une fille qui sont à l'école, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire 1-1. Parce que vous faites 1-1, ça fait 10 pour l'autre et 2 pour l'autre. Si vous faites 1-1, donc vous devez faire 6 pour les femmes et 1 pour les hommes. En ce moment, elles seront à 7, les hommes seront à... Donc c'est ça un peu. Il peut y avoir une apparence d'inégalité vis-à-vis des hommes pendant qu'on est en train de corriger, mais c'est parce que cette inégalité est la résultante exactement. Donc c'est des corrections. Alors, on n'a plus assez de temps, vous voyez que le temps passe très vite. La crise sanitaire perdure aujourd'hui et vous avez évoqué si bien les impacts que les femmes comment les femmes ont été impactées par cette crise-là. Aujourd'hui, que faire pour que cette crise, ou plutôt pour une prise en compte de la question du genre dans cette crise-là? Parce que la crise, elle perdure et il faudra forcément que les femmes s'en sortent. D'après ce que j'ai compris, le gouvernement, et ce n'est pas seulement le gouvernement du Bénin, beaucoup de gouvernements sont en train de miser sur un affrontement de la COVID sur le long terme. Et c'est inévitable, on va la vivre comme une grippe. Et donc, l'idée, c'est de s'assurer que dans le moyen et long terme, on est préparé à soutenir l'économie d'une manière générale. Mais dans cette lancée, il faudrait voir donc comment est-ce que spécifiquement les femmes pourraient être soutenues. D'abord au niveau social, pour s'assurer que la protection sociale des femmes est assurée. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes applaudissent des projets comme le projet H, etc., qui apportent une certaine couverture sanitaire. Et ça, c'est s'assurer que les femmes sont disons priorisées. Voilà. Ensuite, il y a l'éducation. S'assurer que ce soit l'éducation formelle ou l'éducation informelle, que les femmes ont un privilège. Et c'est pour ça que lorsqu'on a des programmes d'alimentation scolaire, je ne sais pas comment on les appelle, ce sont des programmes qui sont très importants. Ça a l'air d'être social, ça a l'air d'être un programme social, mais c'est un programme éminemment économique parce que ça participe au développement du capital humain. Donc, au-delà de ça, nous savons que les femmes sont impliquées dans des professions qui les exposent
dangereusement. Donc, il faudrait cibler ces professions et apporter à ces femmes la couverture nécessaire. C'est les femmes qui tendent des billets dans les cachets, comment on dit, les caissières. C'est les femmes qui vendent dans les supermarchés. C'est les femmes qui apportent le soin corporel dans les centres de santé. C'est les femmes qui touchent les enfants dans les maternelles. C'est les femmes qui touchent les enfants dans les écoles primaires. Donc, elles sont beaucoup plus exposées, comme je l'avais dit au départ. Et donc, il faudrait que, de façon volontariste, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Entrepreneuriat puissent, n'est-ce pas, se focaliser sur la question spécifique des femmes, pas comme une question de femmes, mais comme une question de développement national. Merci à vous, docteur Maxime Winator. Le temps passe très vite. Merci d'être passé sur ce plateau. Je retiens qu'avec vous, il est aujourd'hui plus que jamais indispensable de se concentrer sur les femmes dans la réponse contre la COVID-19. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. Prenez le programme de l'entretien sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.